Je m'appelle Nicolas Silva, je travaille à Mozilla Paris sur le moteur graphique de Firefox, donc ce qu'on appelle Gecko. Et j'étais déjà venu à WebGL Paris l'an dernier, j'avais aussi fait la conférence de fermeture. Est-ce que certains d'entre vous étaient déjà là à WebGL Paris l'an dernier? Ok. Ça fait quelques personnes. Ok. Est-ce qu'il y en a qui ont vu mon talk sur Internet ensuite parmi vous? Ok, bon, c'est surtout... Ah, on n'entend pas? Non, bah alors si tu veux, je peux prendre le micro, je peux pas prendre vraiment de Ok, oh, là on m'entend. Là on parle business. Ok, c'est parti. Bon, allez, je reprends. Bon, donc je m'appelle Nicolas Silva et je travaille à Mozilla sur le moteur de rendu graphique de Firefox. L'an dernier, j'avais parlé d'optimisation JavaScript basée sur une notion, c'était la localité de la mémoire. Et j'avais beaucoup parlé du fait que la façon dont vous accédez à la mémoire affecte énormément les performances. Et c'est quelque chose qui est relativement connu de la population des développeurs C++. C'est quelque chose qui est assez peu connu des développeurs web, parce qu'on s'imagine un petit peu qu'on est dans cette espèce de plateforme abstraite dans laquelle on n'est pas vraiment si connecté que ça des effets, en fait, des spécificités du matériel. Et donc l'an dernier, j'avais parlé beaucoup de choses comme le cache, le prefetcher du CPU, etc. Et j'avais montré avec des petits benchmarks que ça affectait aussi les performances de JavaScript et qu'en connaissant ça, vous pouviez optimiser votre JavaScript. Donc je vais continuer un petit peu dans cette veine-là. Je vais parler de plusieurs choses, mais ça tournera surtout autour du thème de la performance. À la base, j'avais un talk de à peu près 3 heures prévu et j'ai dû cutter pas mal de choses. Et en fait, la partie WebGL est pas mal partie parce qu'une bonne partie de ce que j'avais prévu, c'était vraiment des choses qui sont déjà connues et que vous pouvez trouver facilement sur Internet. Donc, ce n'était pas forcément très utile d'avoir quelqu'un qui a accès au code source de Mozilla et qui connaît un peu ces choses-là, de venir en parler, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent parler des performances de OpenGL et par extension de WebGL. Alors, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, vraiment la ligne directrice de ce dont je vais vous parler, c'est qu'il faut comprendre votre plateforme. Alors, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir. Alors, pour deux types de raisons. Alors, des fois, c'est en interne à Mozilla. C'est des gens qui travaillent par exemple sur Firefox OS qui vont venir me voir et qui vont me dire on a des problèmes de performance, on ne comprend pas. Est-ce que tu peux nous aider à résoudre ce type de performance, ce type de problème? Est-ce qu'on voudrait faire ça? Est-ce qu'on peut le faire rapidement? Donc, généralement, on cherche des solutions. Et puis, j'ai aussi les gens qui viennent me voir et qui disent ah, le web, c'est trop nul, c'est super lent. Je vais faire une appli Android avec Dalvik et ce sera vachement mieux. Et dans ce genre de situation, en général, quand on demande à cette personne, mais en fait, est-ce que tu comprends vraiment ce que tu fais quand tu fais du JavaScript? Ah, oui, oui, je suis très très fort en JavaScript, je suis un expert en JavaScript, j'en ai fait pendant des années, je comprends très bien JavaScript. Et après, on commence à, oui, mais est-ce que tu comprends vraiment comment marche un navigateur, comment marche une VM JavaScript, ce que c'est qu'un just-in-time compiler. Et là, on commence à avoir des gens qui sont vachement moins téméraires et vachement moins agressifs. Et alors, ce que j'essaie de vous dire ici, c'est que si vous avez envie d'être un expert en JavaScript et de vous revendiquer en tant que tel, c'est important de connaître non pas JavaScript, mais toute la plateforme. Alors, la plateforme, pour vous, c'est toute une sorte de choses. Tout à l'heure, c'était assez marrant, on parlait des développeurs C++, des développeurs JavaScript, et moi, je suis vraiment un développeur C++. Donc, pour réussir à faire mon travail et, de façon efficace et écrire du code qui, j'espère, est suffisamment performant, j'ai besoin d'avoir des notions, entre autres, d'assembleur, j'ai besoin de savoir à peu près comment marche un processeur, les différences entre un processeur x86 et un processeur ARM dans les grandes lignes. Je n'ai pas besoin d'être un expert dans ces domaines-là, mais j'ai besoin de comprendre ce qui va impacter mon travail. Pour un développeur JavaScript,
Du coup, si on applique ma logique, ça fait énormément plus de choses à savoir parce qu'on passe de, il faut connaître JavaScript, il faut connaître les sémantiques du langage, il faut connaître la plateforme web. Donc cette plateforme web, c'est quoi? C'est un moteur de rendu, un moteur de layout, l'implémentation WebGL si vous faites du WebGL. Mais à partir du moment où vous faites du WebGL, il faut comprendre ce qui se passe dans le navigateur au niveau de WebGL, mais il faut descendre au niveau du driver, puis ensuite au niveau du hardware, comprendre comment tout ça marche. Et puis, il faut comprendre comment marche une VM JavaScript, ce que c'est qu'un just-in-time compiler, etc. Donc, ça fait en fait une somme de choses assez énorme à connaître. Et donc, voilà, petit message à tous ceux qui se sont cachés derrière JavaScript en disant « je vais être un expert en JavaScript parce que c'est plus facile ». Eh bien, désolé, ça ne sert à rien d'aller se cacher derrière un petit Esperanto garbage collected parce qu'en réalité, plus vous montez en abstraction, plus vous avez de choses à savoir pour tirer parti à 100% de votre plateforme. Et donc là, ce dont je vais vous parler, ce n'est pas des choses qui vont être importantes pour tout le monde. Je vais parler de choses qui sont importantes pour des gens qui veulent tirer parti à 100% de la plateforme et avoir de très très bonnes performances. Et donc plus on monte en abstraction, plus on a des challenges qui se posent parce qu'on a l'impression qu'on perd ses performances parce qu'on passe par une VM, etc. Donc la dernière fois, j'avais bien montré que les performances de JavaScript, elles étaient vraiment dépendantes de l'interaction que votre code a, mais même avec le matériel, avec le CPU, et avec en particulier les caches du CPU. Je reviendrai un petit peu là-dessus, mais donc la difficulté pour moi aujourd'hui, ça va être de ne pas vous refaire la conf de 1 heure que j'ai fait l'an dernier, parce que c'est un peu à la base d'une partie des choses dont je vais vous parler aujourd'hui, et c'est quand même beaucoup à la base des optimisations de performance qu'on fait quand on écrit des programmes. Donc je vais vous parler je vais vous donner un peu plus de détails sur ce qui se passe dans un navigateur et je vais vous parler un petit peu d'une méthodologie, d'une approche pour écrire du code performant. Alors malheureusement, j'ai coupé énormément de ces choses-là. Je voulais vous parler un peu de WebGL, comment c'est implémenté dans Firefox, dans Chrome, dans Angle, etc. Je voulais parler de tout le moteur de layout et de rendu, ce qui est un peu plus ma spécialité à moi, parce que c'est sur ça que moi je travaille. Mais en fait, j'ai dû couper des choses et je vais me concentrer un peu sur JavaScript pour continuer un petit peu ce qu'on a fait la dernière fois. Une chose que je vais quand même vous donner un petit détail par rapport au moteur de rendu d'un navigateur, c'est que pour des raisons historiques, la plupart des moteurs de rendu web qui sont open source, parce que je ne peux pas forcément savoir exactement comment est architecturé Internet Explorer, Edge ou d'autres moteurs closed source, n'est-ce pas? Mais si on se concentre déjà sur Firefox et Chrome, et la partie open source de Safari, donc WebKit, on peut voir qu'il y a des points communs dans l'architecture de ces navigateurs. Et ça, c'est important parce que ça veut dire qu'il y a des choses, il y a des caractéristiques de performance qu'on va retrouver chez tous ces navigateurs. Donc, c'est des choses sur lesquelles on peut se baser quand on veut avoir des garanties de performance, quand on fait des choses en web. Et par exemple, l'une de ces choses, c'est que pour des raisons historiques et pour des raisons de spécification du web, il y a énormément de choses dans un navigateur qui se passent sur ce qu'on appelle le main thread à la maison. C'est l'event loop principal du navigateur. C'est celle dans laquelle la plupart des choses que vous faites en JavaScript va tourner. Mais il se trouve aussi que dans Firefox, dans Chrome, dans la plupart des navigateurs, c'est aussi là qu'on va faire le layout. C'est aussi là qu'on va faire le rendu. Et c'est aussi là qu'on va faire toute une somme de choses, de plus petites choses, mais qui vont occuper du temps dans cet event loop principal. Donc, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que l'event loop principal du navigateur, elle est extrêmement occupée. Et tout ce que vous pouvez sortir de cet event loop principal, eh bien, si vous pouvez le sortir, c'est vraiment bien. Et vous pouvez gagner des performances perçues vraiment pas facilement, mais de façon vraiment utile en prenant des choses que vous… Par exemple, des gros traitements de JavaScript, si vous arrivez à les mettre dans un worker, par exemple, j'en parlerai un petit peu plus tard. Un autre truc à savoir, c'est que du coup, les navigateurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent différents éléments de page web et ils vont les rendre dans des calques séparés. Il faut penser à ces calques comme un petit peu des calques de Photoshop, finalement, qu'on va compositer. Ça, c'est un anglicisme absolument affreux, mais je le revendique.
dans un thread qui est à part. Et ça, ce que ça vous dit, c'est que on peut avoir des éléments d'une page web qui bougent indépendamment les uns des autres parce qu'ils sont sur des calques séparés et qui sont mis à jour sur un thread à part. Par exemple, c'est ce qui fait qu'on peut scroller à 60 fps sur un téléphone mobile qui a un CPU qui est tellement peu puissant que ça donne envie de pleurer sur tous les développeurs qui travaillent dessus, y compris moi. Donc on fait ce genre d'optimisation et ça veut dire aussi qu'il y a des moyens de communiquer avec le compositeur qui est sur son thread à part et de lui donner des choses sans avoir à toucher le main thread. Et c'est par exemple comme ça que marche le pipeline vidéo dans Firefox, ce qui nous permet de faire que même quand l'éventloop principal du navigateur est bloqué, donc le main thread, on peut continuer de jouer de la vidéo de façon fluide. Et ça, c'est très important. Voilà, je reviendrai un petit peu là-dessus, mais ah oui, alors là, par contre, si je reste pas à côté de mon ordinateur, il va se mettre en veille. Ok, désolé à propos de ça. Tout au long de mes slides, il y a des petits liens un peu partout. Des fois, vous voyez l'URL, des fois, c'est juste un lien cliquable. Je les mettrai en ligne, mes slides. Je vous en parlerai après. Mais s'il y a des choses qui vous intéressent, vous pouvez généralement retrouver des liens dans les slides que vous pourrez regarder chez vous. Donc maintenant, reparlons un petit peu du moteur JavaScript parce que c'est vraiment le truc que tout le monde veut savoir. Je pense que ça doit être la 5e ou 6e conférence à laquelle je vais où je me dis chouette, je vais parler de rendu graphique et, parce que c'est mon métier et qu'on me dit ah moi j'ai envie de savoir comment marche ce truc-là du moteur JavaScript. Et je finis toujours par dire bon ok, ce qui intéresse les gens, c'est les JIT, c'est les performances de leur code JavaScript. Donc je vais leur parler d'un peu de JavaScript. Il se trouve que je ne fais pas de JavaScript. Je ne fais pas de JavaScript, donc je ne contribue pas au moteur JavaScript et j'écris très très peu de JavaScript dans ma vie. Voilà. Mais je vais vous parler de JavaScript. Alors, SpiderMonkey. SpiderMonkey, c'est le moteur JavaScript de Firefox. Et tout comme V8 et d'autres moteurs JavaScript qui existent, il est divisé en... il a plusieurs modèles d'exécution. Et ça, c'est important parce que au fur et à mesure qu'on exécute du code JavaScript, on va essayer de l'optimiser et de remplacer le code non optimisé par du code optimisé. Mais pour faire ça, en fait, il faut passer par des passes d'optimisation, bien sûr, et des passes de compilation. Et c'est des choses qui prennent du temps. Et qui prennent à la fois du temps parce qu'il faut compiler et optimiser le code, mais aussi parce qu'il faut rassembler des informations sur l'exécution du programme pour essayer de comprendre comment le code JavaScript est utilisé pour pouvoir faire des compilations, des optimisations qui sont plus efficaces. Ce qui veut dire qu'il faut d'abord commencer à exécuter quelque chose. Et on a envie d'exécuter quelque chose rapidement. Pourquoi? Parce qu'on veut que dès que la page se charge, on puisse exécuter de la logique, même si l'exécution du JavaScript au début est un peu lente. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on passe dans un interpréteur. L'interpréteur, en fait, je ne sais pas si vous avez déjà implémenté un interpréteur, mais c'est super rigolo comme exercice. Moi, je vous recommande de le faire. Si vous, par exemple, vous essayez un nouveau langage de programmation, coder un petit interpréteur, c'est super sympa. Donc un interpréteur, ce qu'il fait, c'est qu'il va décoder du bytecode qu'il reçoit. Il va recevoir une instruction et il va faire une sorte de gros switch case sur alors, si cette instruction, c'est un add, alors je vais aller dans le code qui fait des additions. Et dans le cas de JavaScript, comme c'est un langage qui est extrêmement dynamique, quand on reçoit une instruction plus, enfin l'opérateur plus, fait un add sur quelque chose, eh ben, on ne sait pas vraiment ce qu'on doit faire à partir de ça, parce qu'on ne sait pas, ça va dépendre du type qu'on reçoit en entrée. Donc, on avait déjà une branche pour dire, alors si on a un add, on va là, et ensuite on va dire, alors si j'ai une chaîne de caractères, je fais ça. Si j'ai deux chaînes de caractères, je fais ça. Si j'ai deux entiers, je fais ça. Si j'ai un entier et une chaîne de caractères, je fais ça. Si j'ai un tableau et une chaîne de caractères, enfin, le nombre de possibilités est très grand. Et c'est quelque chose qui est absolument affreux pour votre processeur, parce que ça fait des branches dans tous les sens. Et les branches, c'est pas super top. J'ai envie de vous expliquer pourquoi, mais sinon je vais y passer 3 heures, donc désolé, vous êtes obligé de me croire là-dessus. En règle générale,
c'est pas une vérité comment dire, absolue, mais du code qui branche dans tous les sens a tendance à passer à côté de pas mal d'optimisations que les processeurs font pour vous. Donc un interpréteur, c'est chouette, ça s'exécute vite. Enfin, on peut rapidement avoir l'exécution d'un interpréteur, mais en fait, on a une exécution qui est très très lente. Le JavaScript, on peut rapidement commencer à l'exécuter, mais alors, il s'exécute de façon très très lente. Alors pour remédier à ça, on a inventé ce qu'on appelle des just-in-time compilers. Qui sait ce que c'est qu'un just-in-time compiler? Ah, il y a quelques mains. C'est bien. Bon, un just-in-time compiler, l'idée, c'est de dire, je vais prendre ces instructions que je reçois, je vais prendre cette logique, et au lieu de décoder une instruction et d'avoir une sorte de switch case, et puis de répartir un petit peu de dispatcher un petit peu le travail en fonction de ce que je reçois, on va dire, mais en fait, si on générait directement du code machine et qu'on le réinjectait dans l'exécution du programme, on pourrait directement dire, ben, voilà l'instruction, et puis c'est le CPU qui ferait tout ce travail, il reçoit l'instruction, et puis il dispatche. Mais sauf que le CPU, il fait ça très bien à un très bas niveau. Et du coup, on a ce qu'on appelle un baseline compiler. Et le baseline compiler, l'idée, c'est de dire, on ne fait pas encore d'optimisation sur les types, très peu, et mais par contre, on va exécuter ça directement dans du code machine qu'on a réinjecté dans l'exécution du programme. Et du coup, on va essayer d'avoir le plus rapidement possible du code qu'on peut exécuter dans Baseline plutôt que dans l'interpréteur. Donc généralement, une fonction qui s'exécute une dizaine de fois, elle se retrouve dans Baseline. Baseline, c'est quelque chose que Chrome a aussi, par exemple. Alors, à l'heure actuelle, il me semble que Chrome passe direct du JavaScript au Baseline, et ils sont en train de revenir sur quelque chose qui est un petit peu plus comme nous, où ils ont JavaScript, puis une sorte de représentation intermédiaire qu'ils interprètent, donc un interpréteur, et ensuite Baseline. Donc jusque-là, tout va bien. On a compris un truc qui s'applique à plusieurs moteurs JavaScript, et ça c'est important. Mais le baseline, c'est quand même pas suffisamment satisfaisant parce qu'on n'a toujours pas collectionné toutes ces informations de type et on n'en a rien fait en fait. Et l'idée, c'est que pendant qu'on exécute du code JavaScript, eh ben, on va dire, tiens, c'est marrant, cette fonction, elle est tout le temps appelée avec des nombres entiers. Avec des nombres même, disons. Et comme elle est appelée tout le temps avec des nombres entiers, au lieu de générer du code qui va devoir tester pour tous les différents types, on va générer un code qui va être optimisé pour un certain type, donc les nombres, et avoir un petit chemin de fallback au cas où on reçoit quelque chose qui n'est pas un nombre. Et là, tout le jeu du JIT, c'est d'essayer d'insérer le minimum d'endroits où il doit vérifier le type de ce qu'il exécute. Et à partir du moment où on a réussi à faire toutes ces optimisations-là, eh ben, on passe dans ce qu'on appelle IonMonkey. Donc IonMonkey, c'est la partie vraiment optimisée du moteur JavaScript. Et je crois que ça s'appelle Crankshaft chez V8. Bref, il y a la même chose avec un autre nom. Et c'est le même genre d'optimisation que font ces moteurs JavaScript. Donc, comprendre le modèle d'exécution des moteurs JavaScript, ça vous dit déjà une chose. Ça vous dit que en JavaScript, si vous voulez avoir une fonction qui s'exécute vite, vous avez envie de l'appeler tout le temps avec le même type. À partir du moment où vous appelez une fonction une dizaine de fois avec le même type, il va aller dans Baseline. Et ça, c'est chouette. Si vous l'appelez une centaine de fois, il va aller dans IonMonkey. Et ensuite, l'exécution de votre programme, en gros, c'est une sorte de patchwork de bouts de code qui sont dans l'interpréteur, d'autres qui sont dans Baseline, d'autres qui sont dans IonMonkey, etc. Mais l'idée, c'est que tout ce qui est important, tout ce qui s'exécute beaucoup de fois, ou alors qu'il y a beaucoup d'itérations de boucle, ça devrait finir dans IonMonkey. Et pendant la suite de ce talk, je vais surtout me concentrer sur la partie on est déjà dans IonMonkey. N'empêche qu'il faut absolument retenir que JavaScript, ce n'est pas un langage typé, et il y a plein de gens qui trouvent ça super chouette. Et c'est probablement super chouette. Je ne vais pas émettre un avis là-dessus. Par contre, si vous voulez écrire du code qui va vite, les types, il faut les avoir en tête. Et donc, il y a plein de gens qui me disent, alors, et TypeScript alors? Je dis, ben,
TypeScript, moi j'aime bien. Parce que TypeScript, ça vous encourage à avoir une discipline sur les types, ça vous encourage à dire, ah bah là je mets des noms, par exemple. Voilà. Bon, dans ce schéma, on voit aussi ASM.js, WebAssembly, Baseline ASM, etc. On a des trucs en gris. Les trucs en gris, c'est des choses sur lesquelles on est en train de travailler, mais qui ne sont pas encore dans le moteur. Donc, c'est un petit peu un mensonge que de vous dire que de les mettre dans ce schéma-là. Donc, c'est pour ça que je les ai mis en gris. ASM.js, chez Firefox, ce qui se passe, c'est que par construction, qui sait ce que c'est ASM.js? Ça va, la plupart des gens savent ce que c'est ASM.js. Bon, ASM.js, c'est du JavaScript, mais c'est un sous-ensemble de JavaScript qui, par construction, nous donne plus d'informations que si c'était juste n'importe quel JavaScript. Parce que comme on se limite à un sous-ensemble et qu'on n'utilise pas certaines fonctionnalités du langage, eh ben, à partir de quelque chose qui est conformant ou sous-ensemble à ASM.js, on sait qu'on peut direct faire certaines optimisations. Et donc, on a des informations sur les types, on sait qu'on ne va pas avoir un eval au milieu, on sait qu'il y a plein de choses qui vont pas, sur lesquelles on n'est pas obligé de garder des fallbacks, etc., etc. Donc, ASM.js, sur SpiderMonkey, en fait, il va directement dans IronMonkey. Donc, c'est juste un tout petit bout de parseur, si vous voulez, qui va générer directement une représentation que IronMonkey comprend, optimise, direct, avec toutes les informations de type dont il a besoin, etc. etc. D'autres navigateurs vont faire ça différemment. Par exemple, Google fait des optimisations spécifiques à ASM.js dans Chrome, mais il me semble qu'ils ne vont pas directement de ASM.js à Crankshaft, à la version la plus optimisée de leur JIT. Alors, tout à l'heure, j'ai brièvement dit que quand on JITait du code, eh ben, on se retrouvait avec du code optimisé pour une certaine configuration de type, si vous voulez, et un chemin de fallback au cas où on tomberait sur un autre type. Et donc, ce chemin de fallback, ça s'appelle un bailout. Donc, le but du jeu pour optimiser vos performances en JavaScript, c'est regarder la localité de la mémoire, comme je vous l'ai dit la dernière fois, mais c'est aussi éviter à tout prix les bailouts. Et puis les allocations. Et puis toutes sortes de choses. Mais commencez déjà par la localité de la mémoire et bailout. Ce qui se passe quand on a un bailout, c'est que, mettons qu'on soit dans du code dans IronMonkey, donc une fonction qui a été extrêmement bien optimisée, et là on lui passe un autre type en paramètre. Le moteur JavaScript se rend compte de ça, il dit aïe aïe aïe, donc on revient dans baseline. Et en revenant dans baseline, on jette toutes les optimisations qu'on a fait sur notre code. Et ce qui est important, c'est que on se retrouve donc, on revient à une représentation moins optimisée et on va devoir réexécuter du code pour pouvoir la réoptimiser. Donc si vous avez quelque chose qui échange très souvent de type, ben, on passe notre temps en fait à désoptimiser, le code. Voilà. Alors, je pense que j'ai assez parlé de l'architecture générale de SpiderMonkey. Et je vais faire un tout petit flashback sur l'an dernier. Alors l'an dernier, j'avais parlé de la représentation des objets en mémoire, parce que je vous rappelle que la mémoire, c'est important. Que la localité de la mémoire, c'est la chose la plus importante pour vous en tant que développeur qui a envie de faire du code qui va vite. Et du coup, j'ai décidé que savoir comment un objet est représenté en mémoire, déjà c'est intéressant d'un point de vue intellectuel, mais ça peut être aussi très utile pour essayer de se faire un modèle mental de ce code que j'écris, qu'est-ce qui va se passer en dessous, quoi. Et donc un objet en JavaScript, en règle générale, on manipule des références en JavaScript. Donc c'est une référence qui est un pointeur, qui est un mot de 64 bits, qui est généralement boxé d'une certaine manière. Alors, quelque chose qui est boxé, l'idée c'est de dire, en fait en JavaScript, on a des valeurs. Ça peut être par exemple un nombre entier, ça peut être un booléen par exemple, ou nul, ou une référence. Et
on a envie de paquer tout ça dans dans 64 bits. Pourquoi on veut faire ça? Parce qu'on va en manipuler beaucoup de ces choses-là. Donc si on peut dire que toutes ces choses qu'on manipule en JavaScript, c'est des blocs de 64 bits et pas, par exemple, 128 bits, ce qui coûterait beaucoup, beaucoup plus cher, c'est chouette. Seulement voilà, un pointeur sur une architecture 64 bits, ça fait déjà 64 bits. Et un double, c'est-à-dire un nombre flottant à double précision, c'est aussi 64 bits. Sauf qu'on utilise une sorte de magie noire qui s'appelle le nanboxing. Alors là, je ne vais pas m'étendre sur le nanboxing parce que ça peut faire l'objet d'une petite conférence déjà, mais c'est super intéressant. Moi, je l'ai implémenté pour le fun dans mes petits projets perso et je pense que vous devriez tous faire la même chose. Donc dans les grandes lignes, l'idée du nanboxing, c'est de dire que il y a 2 puissance 53 façons de représenter not a number dans un nombre flottant. Parce qu'à partir du moment où un certain pattern de bits dans notre nombre, eh bien, tous les autres bits sont un peu ignorés, entre guillemets. Et donc, on peut réutiliser ces 53 bits pour encoder d'autres choses. Et donc, il se trouve aussi que sur la plupart des architectures, en tout cas toutes celles sur lesquelles tournent vos navigateurs, eh ben, un pointeur sur 64 bits ne fait pas en réalité 64 bits. La partie utile du pointeur, en fait, elle tient sur moins de bits, 48 bits par exemple. Et donc on peut s'amuser à paquer tout ça ensemble. Donc ça veut dire qu'on va manipuler des valeurs qui sont boxées. Et donc quand on reçoit une valeur boxée, eh ben, on doit d'abord regarder un certain bit au début du mot sur 64 bits, essayer de comprendre est-ce que c'est un nombre flottant, est-ce que c'est un pointeur vers un tableau, ou alors est-ce que c'est un booléen, etc., etc. Donc une autre optimisation que les JIT font, que les navigateurs, les VM JavaScript font, c'est d'essayer de repérer quand est-ce qu'ils peuvent prendre une valeur, la unboxer, ce qu'on dit, en anglais, encore en anglicisme, désolé, et à partir de là, travailler uniquement sur la valeur qui a été déboxée, dépactée, ce que vous voulez. Voilà, donc j'ai passé un peu trop de temps à parler de ce petit carré vert et maintenant donc on va aller plutôt dans la représentation des objets eux-mêmes en mémoire. Donc quand je parle d'objet au sens vraiment objet, mais en fait ça s'applique aussi au tableau, au type array. C'est toujours un petit peu le même schéma. C'est-à-dire qu'on a une référence qui pointe vers un header qui va contenir certaines informations. Ces informations, ça peut être par exemple, si c'est un tableau, ça peut être la taille et la capacité du tableau, ça va être un pointeur vers des informations de type, très important les informations de type, comme je vous l'ai dit, et enfin un pointeur vers des données. Donc déjà, quand on accède à un objet, à un tableau ou quelque chose comme ça, on fait un certain nombre de déréférencements. On passe par notre référence, si elle est boxée, il faut la unboxer, il faut ensuite taper dans le header pour aller voir les données. Alors ça, c'est pas super sympa pour le cache. Alors on a une optimisation qui est de dire que si jamais les données dans lesquelles on stocke les membres de notre objet ou alors les membres de notre tableau, ou type array, pardon, sont petites. Quand je dis petite, c'est quelque chose comme moins de 16 éléments, disons. Eh bien, on va grouper l'allocation. C'est-à-dire que le header et les données vont être en fait à côté l'une de l'autre en mémoire. Et ça, eh bien, ça permet d'enlever un cache miss et c'est super sympa pour les performances. Ça veut dire que si vous faites des petits benchmarks en JavaScript, eh bien, vous allez vous rendre compte que si vous manipulez plein de petits tableaux, vous avez certaines performances. Et puis à partir d'un moment, si vous augmentez la taille du tableau d'une certaine valeur, à partir d'une certaine valeur, en fait, on va être alloué un peu n'importe où et on va avoir un cache miss de plus. Et ça, voilà. Alors par rapport à ce qui a changé, par rapport à l'an dernier, en fait, j'ai relancé mes micro-benchmarks et j'ai eu les mêmes résultats. Et c'est un peu rassurant finalement parce que ce que je vous avais dit l'an dernier, ce n'était pas vraiment des propriétés de JavaScript, c'était des propriétés du processeur. Donc a priori, si je prends mes micro-benchmarks et je les relance sur le même ordinateur,
n'ayant pas changé de processeur, je devrais avoir les mêmes caractéristiques de performance quand on parle de localité de la mémoire. Et donc, j'ai fait ça et j'ai vérifié qu'en effet, on a les mêmes caractéristiques de performance que l'an dernier. Donc, tout ce que je vous ai dit sur la localité de la mémoire, le cache, etc., ça s'applique toujours. Sauf que j'ai fait une petite boulette sur mes micro-benchmarks, mais je vais vous en parler après. Donc, ça, c'est une slide de l'an dernier. Accéder à de la mémoire, ça va lentement. Et si vous voulez jouer à un petit jeu pour optimiser vos performances, en fait, la règle du jeu, c'est si vous accédez à de la mémoire, eh bien, vous avez perdu. Donc, vous perdez tout le temps, en fait. Mais l'idée, c'est de perdre le moins possible. Donc ça, c'était aussi une slide de l'an dernier. Et donc, qui comprend cette slide? Qui sait ce que c'est qu'une hiérarchie de cache? Ok, quand même, cool. Très bien, parce que c'est typiquement ce dont j'ai vraiment pas le temps aujourd'hui de vous parler. Et c'était l'objet de la conf de l'an dernier. Donc, il faut lire ça. What every programmer should know about memory. C'est monumental. Je pense qu'il a raison. Tous les programmeurs devraient savoir ça. Et donc, je vous invite à aller le lire. Si vous tapez ça dans Google, vous le retrouvez. Dans Bing aussi, j'imagine. Ça marche même dans DuckDuckGo hein, pour les gros hippies comme moi. Sinon, si vous retrouvez mes slides, eh ben, ça c'est un lien, vous pouvez cliquer dessus. Voilà. Donc ça, c'était un peu ce dont je parlais la dernière fois. Donc, qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose, les mêmes caractéristiques de performance. On a juste fait la petite optime qu'on n'avait pas à l'époque, qui était de dire que même pour les typed arrays, on fait l'allocation près du header si jamais les typed arrays sont petits, ce qui fait qu'on a retrouvé à peu près les mêmes caractéristiques de performance pour les petits typed arrays que pour les petits tableaux JavaScript. Cependant, j'ai fait une boulette. Et normalement, quand on fait une boulette comme ça, on essaie de ne pas trop le dire parce que c'était quand même une sacrée boulette. J'ai fait une conférence, j'ai fait des benchmarks, j'ai présenté des résultats. Et en fait, il y avait quelque chose de biaisé dans mon benchmark. Alors, quand je me suis rendu compte de ça il y a 4 jours, j'étais un petit peu terrifié. J'ai corrigé le benchmark. Et heureusement, les résultats ne sont pas exactement les mêmes. Ça biaisait un petit peu les chiffres, mais ça biaisait pas fort. Enfin, le biais était moins important que l'effet que j'observais dans mon benchmark. Donc, j'ai toujours les mêmes résultats. Donc voilà, rassurez-vous. Mais du coup, pour la petite anecdote, je vais vous dire ce qui s'est mal passé. Alors moi, comme je ne travaille pas sur le moteur JavaScript, de temps en temps, je lis un peu le code par curiosité intellectuelle et aussi parce que pour aller faire des petites conférences ça et là. Et du coup, je me suis un petit peu... j'ai cru que ce qu'on appelait l'inline cache, et qui est en gros l'idée de récolter des informations de type sur, par exemple, un appel de fonction, et de dire cette fonction est appelée tout le temps avec des chaînes de caractères, par exemple. Donc ça, c'est l'inline cache. Moi, je le pensais monomorphique. Donc, dans ma tête, ce qui se passait, c'était que, on appelle tout le temps cette fonction avec des chaînes de caractères. Chouette, on l'optimise avec une chaîne de caractères. Ensuite, on l'appelle avec des nombres entiers. Aïe, 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 bailout. On retourne dans baseline. Et puis, on recommence à zéro, on regarde, tiens, maintenant, c'est plus que des nombres entiers, on va l'optimiser pour des nombres entiers. En réalité, l'inline cache, il est polymorphique, ce qui veut dire que la première fois que vous optimisez une fonction, en fait, le JIT, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire, tiens, il n'y a que des chaînes de caractères. Sympa, cool. Et puis ensuite, on fait la boulette. On passe autre chose. Par exemple, je passais que des tableaux JavaScript et après, je passe un typed array à la place. Et là, il dit bailout, ok. Mais au lieu de repartir de zéro, il dit je vais optimiser pour les tableaux JavaScript et les typed arrays. Juste au cas où. Et là, c'est le drame parce que quand on fait des micro-benchmarks, c'est vraiment important de comparer des pommes avec des pommes, comme disent nos amis anglais. Et ce que fait cette fonction, vous pouvez voir là, donc j'appelais benchmark foo en lui passant une closure qui, en gros, une callback qui allouait le type de choses que je voulais benchmarker. Et comme c'est transparent en JavaScript, je lui dis c'est chouette, j'écris la fonction une fois, et puis comme ça, j'essaie avec des typed arrays, j'essaie avec des arrays JavaScript, etc.
Et ben, je suis tombé dans le panneau, j'ai fait exactement ce que je disais à tout le monde de ne pas faire d'ailleurs, hein, d'appeler la fonction avec plusieurs types. Et du coup, je me retrouvais avec un truc qui n'avait pas le même type d'optimisation quand on le passait la première et la deuxième fois. Voilà. Donc, ne refaites pas ce genre d'erreur. Pourquoi? Parce que même si finalement la différence, elle n'était pas si importante que ça, c'est important quand on fait des micro-benchmarks de mesurer ce qu'on veut mesurer. Et là, je mesurais autre chose. Donc je ne répondais pas au problème. Et du coup, j'ai basé mon truc sur quelque chose que je savais vrai, mais que j'avais cru vérifier. Et en fait, c'était un petit peu plus mitigé que ça. C'était vérifié, mais mon benchmark n'était pas correct. Donc voilà, si vous voulez un petit hack pour ne pas avoir à faire ça, ça marche au moins avec SpiderMonkey. C'est l'idée de dire, SpiderMonkey, il ne va pas reconnaître que deux fonctions ont exactement le même code source. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend une fonction, on fait le toSource, et puis on la réévalue. Et puis le petit underscore égal, c'est un petit hack parce qu'en fait, quand on veut retourner quelque chose qui est évalué, ce n'est pas une expression à part si on fait ce petit underscore égal. Allez pas me demander pourquoi JavaScript est un langage fabuleux. Donc voilà, si on marche comme ça, eh ben, on a quelque chose de plus correct, entre guillemets. On mesure exactement ce qu'on veut mesurer. Voilà. Donc, toutes mes excuses pour l'erreur de l'an dernier. Alors, donc l'idée, si je peux faire un petit résumé, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre, parce que j'ai peut-être des fois tendance à m'emporter un petit peu dans mes délires et à oublier que je me repose sur certaines notions que pas tout le monde a forcément. Donc les types, c'est important. C'est génial que JavaScript ne soit pas un langage typé. C'est plutôt génial que JavaScript vous donne l'option de ne pas utiliser des types. Mais en réalité, pour écrire du code performant, on a besoin de types. Quand je dis performant, c'est du JavaScript qui doit faire beaucoup de choses. Je ne veux pas dire accéder au DOM, etc. Parce que maintenant, les performances du DOM, elles sont dans le navigateur, elles ne sont pas dans votre code JavaScript. Donc les types, important. L'accès à la mémoire, c'est extrêmement important. Je ne reviens pas trop là-dessus. J'ai fait 1 heure de présentation là-dessus. Et je continuerai. Je pense qu'au moins 4 fois encore dans des slides suivantes, je vais redire les accès à la mémoire, c'est important. Parce que c'est tellement important. Et les gens l'oublient tellement facilement, parce que c'est invisible finalement quand on écrit, que je suis obligé de le rabâcher tout le temps. Et je pense que c'est bon pour vous. Un jour, vous en aurez marre et vous dire oui, ok, la mémoire. oui, mais maintenant vous le savez, c'est bon pour vous. Voilà, les allocations, j'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est un sujet à part entière et il vaut mieux éviter d'en faire trop. Déjà parce que si vous faites plein d'allocations, vous avez tendance à fragmenter la mémoire. Alors, fragmenter la mémoire, ça a plusieurs problèmes. Déjà, quand on veut faire des grosses allocations sur une mémoire qui est fragmentée, c'est plus difficile, donc on peut plus rapidement arriver à bout de la mémoire, dans le sens où on peut être capable d'allouer une grosse image. Mais aussi parce que si on a des petits trucs un peu partout, je reviens au motif d'accès de la mémoire, au pattern d'accès de la mémoire. En gros, on se retrouve à jumper dans tous les sens et à être absolument affreux avec nos pauvres petits CPU qui font tant pour nous. Donc, les allocations, il faut faire attention. Il y a aussi le fait que le garbage collector, c'est quelque chose, pareil, qui vous aide beaucoup dans la vie si vous écrivez du JavaScript, parce qu'il vous décharge de cette espèce de responsabilité de ne pas faire fuir de la mémoire. C'est toujours possible de faire des fuites de mémoire en JavaScript, mais c'est un autre sujet. Donc le garbage collector, il vous aide beaucoup, sauf que il met un peu de temps à passer. Et il occupe ce fameux main thread pendant des fois plusieurs millisecondes. Et ça, c'est un problème parce que si vous faites du WebGL, il y a des chances que vous ayez envie de faire des applications interactives. Et les applications interactives, on a envie que l'event loop principal, l'event loop, ce qui exécute notre JavaScript, puisse tourner en moins de 16 millisecondes, quoi. Sauf que, voilà. Donc, si vous avez un bout de code critique dans lequel vous ne voulez pas que le garbage collector se lance, faites pas d'allocation parce qu'en fait, le garbage collector,
il ne s'active, il se réveille et commence à collecter la mémoire uniquement quand il est déclenché par une allocation. Voilà, donc petite astuce. Voilà. Encore une chose, JavaScript, c'est un langage qui est plein de petits recoins sombres et la spécification, elle est des fois assez naturelle, des fois assez bizarre, mais il y a des choses que quand on apprend le JavaScript, on ne remarque pas forcément. Et par exemple, c'est toutes ces fonctionnalités de S6 comme for off qui mandatent par l'aspect que, on doit allouer l'allocateur, l'itérateur, et que l'itérateur, pendant les itérations, doit retourner un objet distinct à chaque fois. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il se passe une allocation à chaque fois, à chaque itération de boucle, avec for off. Et ça, c'est quelque chose que vous ne voyez pas avec vos yeux quand vous lisez le code. C'est quelque chose que vous pouvez savoir uniquement si vous avez un gourou de JavaScript, et c'est absolument pas moi. Ça, on me l'a dit, hein, cette petite astuce, qui vous a dit ah, attention, voilà, ton for off, en fait, dans cette boucle super chaude de ton code, il fait des allocations et il va y avoir un GC qui va tourner au milieu. En plus, quand le GC il démarre, il se trouve qu'on balance toutes les informations de type. Bref, catastrophe. Voilà. Donc, ne bloquez pas le main thread. Ne faites pas trop d'allocations, faites attention à la mémoire, faites attention au type. Et pour revenir sur cette histoire de main thread, parce que finalement, en particulier chez Firefox OS, donc en particulier pour ce qui est un peu web mobile, on revient souvent me poser des questions là-dessus. Même en interne, hein, de très bons développeurs JavaScript viennent voir les développeurs plateforme pour essayer de comprendre pourquoi leur code ne va pas très vite. Et donc, le main thread, il faut essayer de lui enlever le plus de travail possible. Donc si vous avez un petit bout de calcul, vous n'allez pas créer un worker pour ça et balancer le calcul, quoi. Par contre, ce que vous pouvez faire, et c'est ce qu'on commence à faire nous dans Firefox OS pour certaines applications, c'est de dire toute la logique de mon application, toute la logique métier, entre guillemets, elle se passe dans un worker et uniquement la partie front-end se passe dans l'event loop principal. Et finalement, le front-end, du coup, au niveau JavaScript, il ne fait plus grand-chose. Il touche un peu au DOM, il essaye de faire ça intelligemment, et il va peut-être faire certains accès aux API du web qui ne sont pas dans les workers, et puis ensuite, il va transmettre l'information dont le worker qui fait la logique de l'application a besoin, et pas plus. Et ça, c'est une bonne architecture en fait de base parce que ça veut dire qu'on sépare un petit peu la logique du front-end et la logique vraiment de métier de l'application. Et même les meilleurs programmeurs, quand ils se retrouvent avec un code qui couple ces choses-là, finissent par produire du code qui est un peu dégueulpif et plein de bugs. Parce que on a des deadlines, il faut avancer vite, parce qu'en fait on est nombreux à contribuer à ce projet, etc. Donc avoir cette espèce de séparation dure entre le front et puis la logique de l'application, en fait c'est vraiment pas mal. Et ça nous donne des bons petits boosts de performance. Voilà. Donc oui, les workers, c'est pas parfait. Actuellement, sur Firefox OS, sur un téléphone pas très puissant, 300 millisecondes pour démarrer un worker, bon, on travaille sur ces choses-là. Je sais, tout le monde veut des services workers, nous aussi, et on travaille dessus. Google travaille à fond dessus. Je suis sûr que nos amis chez Microsoft font un travail formidable là-dessus aussi. Plus ça va aller, plus les workers vont devenir vraiment utiles. Plus on va les étoffer avec des nouvelles API, des choses que tout le monde demande et plus de performance. Donc l'idée c'est que on sait très bien que les processeurs, ils ne deviennent pas tant plus rapides que ça aujourd'hui. On passe plus de temps à rajouter des processeurs dans le nouveau matériel électronique qu'on produit et du coup il faut s'adapter à ça et s'adapter à ça c'est aussi donner aux développeurs JavaScript la possibilité de tirer parti du fait que les choses peuvent s'exécuter en parallèle. Et donc, on mise beaucoup sur les workers dans le futur. Alors, n'animez pas des choses à la main en JavaScript. Positionner un élément en JavaScript en position, je ne sais pas, absolue, modifier le top et left et puis faire ça dans un request animation frame, c'est absolument atroce. Pourquoi? Parce que ça fait des reflows.
Les reflows, c'est la phase de layout, ce qu'on appelle ça des relayouts dans le jargon de WebKit. C'est cette phase dans laquelle on prend tous les éléments de DOM et puis on dit ah bah où est-ce qu'ils sont maintenant, etc. Ça fait du reflow, ça fait des choses assez inefficaces aussi au niveau du moteur de rendu. Alors que si vous dites au navigateur en utilisant CSS, je veux que mon truc il parte de là et là et là, avec une animation, et ben le navigateur il comprend, il dit ah en fait ça, ce petit élément de page, je vais le séparer dans un calque à part, je vais faire cette transformation, etc. Il se passe aussi que si votre event loop principal n'arrive pas à tourner à 60 frames par seconde, ce qui sur un téléphone à 100 balles est très très souvent le cas, et ben, votre animation, nous on est capable de la faire sur le compositeur directement, et de la faire à 60 frames par seconde. Parce que nous, on fait très attention à ce que le thread du compositeur il soit toujours capable de tourner à 60 frames par seconde. Donc ça veut dire que les animations qu'on fait là, ouais. Par contre, Request Animation Frame, on ne peut pas garantir qu'il tourne à 60 frames par seconde sur du hardware qui n'est pas très puissant. Et c'est d'autant plus important qu'il y a pas mal de développeurs web qui vont faire leur site sur leur MacBook Pro super puissant avec le responsive mode. On dit, ah bah c'est bon, j'ai testé dans cette résolution, mon site il marche sur du mobile, même sur des tout petits écrans de téléphone de merde. Et en fait, non. Donc c'est important d'utiliser le web, pas avec des petits hacks, il faut vraiment utiliser la sémantique des API du web. Et donc CSS, il permet de vraiment d'écrire l'intention quand vous faites des animations. Ensuite, si vous ne pouvez pas tout exprimer avec des animations, commencez à mettre les mains dans le JavaScript et vous commencez à avoir des nouveaux problèmes. Et nous, de notre côté, on travaille sur des nouvelles specs d'animation qui peuvent étendre, etc. etc. Alors, il y a un truc assez sympa fait par Étienne, un mec de l'équipe Firefox OS, l'équipe Gaia de Paris. Et je voulais le mentionner brièvement, c'est ce qu'il appelle le DOM Scheduler. C'est un tout petit helper. Et ce n'est pas un framework ou quoi. Hein. Vraiment, l'idée, c'était de dire, quand on schedule trop de choses en même temps, par exemple, on commence à toucher à du DOM au moment où on schedule plein d'animations, etc., on se retrouve dans des situations où, là, soudainement, le main thread, il est trop occupé. Sauf que moi, j'ai fait mes petits benchmarks séparément. Si je fais que l'une de ces choses-là, tout se passe bien, quoi. Mais finalement, est-ce qu'on a vraiment besoin de tout déclencher en même temps? Ou alors est-ce qu'on le fait juste par erreur? Parce que l'application, elle déclenche telle animation quand il y a telle interaction. Et puis en même temps, il se trouve qu'on reçoit un SMS ou des trucs comme ça. Et donc l'idée du DOM Scheduler, c'était de dire, je vais dire au DOM Scheduler, je voudrais que tu fasses cette animation. Et puis fais-la dès que possible. Voilà. Et puis quand tu finis l'animation, donne-moi une callback par exemple. Ou alors on peut dire aussi, fais cette chose-là et c'est relié à des touch events. Et donc en fait, pour des raisons de réactivité, j'ai envie que ça se fasse plus vite. On peut prioriser un peu les choses. Et en fait, c'est tout bête, mais il y a des moments où les applications, elles ont un peu de congestion au niveau de l'interactivité et des animations. Ce n'est pas forcément important pour l'utilisateur que tout bouge en même temps, mais c'est important que les choses, elles bougent tout le temps à 60 frames par seconde. Et donc, ce que fait ce DOM Scheduler, en gros, c'est qu'il se débrouille pour que les choses qui coûtent cher, elles ne soient pas schedulées en même temps. Et quand il sait qu'une chose vient de finir, il schedule l'autre chose. Et du coup, le délai qui se passe en passant par le DOM Scheduler, il n'est pas forcément mesurable à l'œil nu, mais il fait qu'on ne se retrouve pas dans un cas pathologique où d'un coup, il y a une frame qui dure 40 millisecondes, et là, on le remarque tout de suite. Voilà, donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser son code, mais c'est une très bonne approche. Voilà. Alors, je vous ai parlé un petit peu du fonctionnement du navigateur, et là, j'ai envie de vous parler un peu d'une approche. Oh, ça va, j'ai un peu de temps. D'une approche que moi j'utilise, que beaucoup de gens utilisent dans l'industrie de jeux vidéo ou en fait plus généralement dans les industries où il y a besoin d'avoir du code qui va très très vite. Ça s'appelle le Data Oriented Design.
Par exemple, toutes ces bases de données super optimisées que vous utilisez au quotidien quand vous faites vos serveurs web, c'est des gens qui sont très très forts en data oriented design. Tous les grands AAA du jeu vidéo ont été écrits en appliquant religieusement les préceptes du data oriented design. Et parce que j'aime bien troller un petit peu, je vais mettre ça un peu en opposition à la programmation orientée objet. Alors, je sais que quand on touche à la programmation orientée objet, ça a tendance à agacer, à blesser un peu les gens dans leur amour-propre parce que les gens adorent l'orienté objet. Donc il faudra prendre ça un peu avec un grain de sel. Je ne suis pas en train de dire que l'orienté objet, c'est le mal, mais je vais affirmer, j'affirme d'ores et déjà, que très très souvent, c'est pas très bien enseigné, et très souvent, c'est mal appliqué. Alors, les principes du Data Oriented Design. Je n'ai pas essayé de traduire parce que y a un moment où... Alors, un programme, ce n'est rien d'autre qu'une chose qui prend des données et qui les transforme pour produire une autre donnée. Vous pouvez retourner votre métier de programmeur dans tous les sens. À la fin, un ordinateur, il ne sait faire qu'une seule chose, c'est prendre des données, les transformer, appliquer un certain nombre de transformations, créer des données, transformer plus de données et produire des données. Voilà. Donc si on part de ça, en fait, on peut commencer à considérer les problèmes non pas en fonction de l'énoncé, comment dire, abstrait du problème, de dire c'est un problème à propos de voitures et puis non, c'est quel est le problème que j'essaye de résoudre? En fait, ce problème, c'est de transformer des données. Et donc, pour comprendre le problème que vous essayez de résoudre, il faut comprendre les données que vous manipulez. Pour comprendre ces données, en fait, il faut aussi comprendre le coût qui est associé à au traitement de ces données, à la manipulation de ces données. Par exemple, ce que j'entends par là, c'était si ma donnée, par exemple, elle a un peu la forme d'une liste chaînée ou je ne sais quoi, il faut comprendre comment marchent les accès en mémoire et se dire que on risque d'avoir des problèmes de localité de la mémoire si on fait des listes chaînées avec des éléments dans tous les sens. Donc, on peut se dire, tiens, ok, pas de souci, parce qu'en réalité, ma liste chaînée, il y a quoi? Il y a 10 éléments dedans, c'est pas un problème en fait d'avoir un cache super chaud sur ces choses-là. Mais pour pouvoir prendre cette décision, il faut comprendre les données. Il faut savoir quelles sont les données, dans quelle proportion elles sont là. Et il faut comprendre la plateforme, parce que, bien sûr, on peut commencer à penser nos algorithmes uniquement en termes de la notation grand O de, je sais pas, n log n, etc. Mais si on ne prend pas un peu de recul et qu'on ne se rend pas compte qu'on tourne sur un CPU, et que le CPU il a des caractéristiques de performance qui varient énormément en fonction de comment on accède à la mémoire, quelle que soit la complexité de l'algorithme, on passe à côté de moyens d'écrire des programmes plus performants, même si c'est au détriment de passer de, par exemple, O de n à O de n log n. Je sais que c'est un peu difficile à avaler pour certaines personnes que cette notation mathématique, et après tout, les mathématiques, elles sont vraies parce qu'elles sont pures, parce qu'elles elles ne se traînent pas en fait la basse matérialité de l'univers, n'est-ce pas? Donc elles ne peuvent être que la vérité. Sauf que en fait, l'univers, c'est ce sur quoi vous travaillez, et sa basse matérialité, c'est la profondeur du cache de votre CPU. Donc les performances de votre programme, elles vont dépendre de ça. Autant, voire plus dans certains cas, que de la complexité de votre algorithme. Donc faites très attention. Quand on vient me voir et qu'on me dit « ma solution est mieux parce qu'elle est en O2 », il faut prendre une grande respiration et commencer à parler de localité de la mémoire avec ces personnes pour voir si ils font… Et de plein d'autres choses. Hein. Je veux dire, on peut accéder à des sockets sur le réseau en haut de je ne sais pas quoi, mais c'est extrêmement long, quoi. Bref. Donc pour comprendre tous ces coûts, il faut comprendre la plateforme. Et donc cette dernière phrase, que je ne sais pas vraiment comment formuler autrement que souvent, en programmation, les choses qui sont importantes à optimiser, c'est des choses qu'on fait, qu'on accède
qu'on accède plusieurs fois ou alors qui se manifestent plusieurs fois. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, si je suis en train de fabriquer un jeu, eh ben, il n'y a pas un ennemi, il n'y a pas une particule, un projectile. Si je fais un traitement d'image, peut-être qu'il y a une image, mais par contre, il n'y a pas un pixel. Et du coup, c'est important de savoir considérer ces choses-là qui se manifestent en grand nombre, à la fois en tant que entité individuelle, pour comprendre qu'est-ce que c'est, mais en réalité beaucoup plus important en tant que groupe. Parce que à partir du moment où on commence à considérer une image comme un groupe de pixels et pas juste considérer des pixels un par un, on peut faire des optimisations qui sont très importantes. Et par exemple, ça peut nous amener à faire le choix de dire, eh ben, un pixel, c'est une entité indivisible dans ma tête, n'est-ce pas? C'est une couleur. Mais en réalité, en mémoire, je vais stocker mes canaux à différents endroits. Et là, ça rejoint un peu ce que disait Cédric tout à l'heure par rapport au format d'images. Il parlait de RGB, de LUV, etc. Et typiquement, quand on avait des formats qui étaient entrelacés et planaires, c'est-à-dire qu'on séparait, donc, mettons toute la partie, tous les canaux rouges à un endroit, puis ensuite tout le canal bleu à un autre endroit, etc. Tous ces pixels, hop, on les séparait. Eh ben, on a cassé l'indivisibilité théorique de la couleur en mémoire. On a dit, bah voilà, tous les canaux, toute l'information sur le bleu, on la met là, toute l'information sur le rouge, on la met là, et toute l'information sur le vert, on le met là. Et on ne dit pas, j'ai mis mon pixel ici en mémoire. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est important de se dire que s'il y a une chose que vous arrivez à nommer, vous n'êtes pas obligé de la mettre à un seul endroit en mémoire. Donc, je vais revenir un petit peu là-dessus. Ça, c'est vraiment la base, c'est les principes de base du Data Oriented Design. Donc, je reviens un petit peu sur cette notion de data parce que tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'était que les JIT, ils aiment bien connaître des types, ils adorent comprendre des données. Ils voient des choses, ils voient des nombres entiers, etc. Ils n'aiment pas voir des abstractions. Quand vous commencez à faire de l'orienté objet en JavaScript un peu partout avec des abstractions, avec des appels, avec plein de niveaux d'indirection un peu virtuels, etc., vous mettez des barrières que les compilateurs, que ce soit le JIT, mais aussi votre compilateur C++, votre machine virtuelle Java ou même votre précompilateur Java, parce que maintenant ces choses-là existent, vous leur mettez des barrières. Et ces trucs, à partir du moment où ils voient ça, ils se rendent compte qu'ils vont être obligés, grosso modo, d'optimiser d'un côté de l'abstraction, de l'autre côté de l'abstraction, mais ils vont avoir du mal à optimiser le programme globalement. Donc, si au milieu d'une opération qui coûte très cher, parce que vous la faites beaucoup de fois, vous passez votre temps à traverser des abstractions, il y a de grandes chances que vous soyez en train de faire quelque chose qui est un petit peu triste pour votre compilateur et que vous ayez du code qui soit difficile à optimiser. J'entends souvent, non mais t'en fais pas, de toute façon les processeurs ils deviennent plus rapides et les compilateurs deviennent de plus en plus intelligents. Je pense qu'à terme, de toute façon, les compilateurs vont écrire les programmes pour nous et nous on ne fera plus rien. C'est extrêmement triste d'entendre ça parce que en fait, un compilateur, il peut faire un travail formidable à partir du moment où vous lui mettez devant les yeux du code qui est écrit sous une forme qu'il comprend bien. Et donc, ce n'est pas parce que vous avez une toolchain de compilation fabuleuse comme toute la toolchain LLVM que votre code généré à la fin, il va être très rapide. Et malgré la quantité incroyable de recherche et développement et d'ingénierie qui passe dans les moteurs JavaScript aujourd'hui, c'est important que vous pensiez à comment ces choses marchent pour produire du code qui soit rapide. Donc, je pense que je peux vous le redire encore, le layout de la mémoire, c'est important.
et le layout des données en mémoire et la façon dont vous y accédez. Donc vous voulez accéder linéairement. Vous traversez linéairement votre mémoire. Donc c'est le moment où je commence à éviter les tomates. Parce que je vais casser un petit peu du sucre sur le dos de la programmation orientée objet. Donc encore une fois, la programmation orientée objet, ce n'est pas fondamentalement mauvais, mais ça nous encourage à faire des choses qui ne sont pas forcément les meilleures choses, pour être correct et puis politiquement correct. Alors, mon plus gros problème avec l'orienté objet, l'un de mes plus gros problèmes, parce que j'en ai plusieurs, c'est que ça nous encourage à modéliser nos problèmes et nos données à l'image de la vie réelle. Et c'est un petit peu, c'est comme ça que l'orienté objet se vend, en fait. Les gens disent l'orienté objet, c'est génial parce qu'on modélise le code à l'image du monde réel. Et moi, j'ai envie de dire, le problème dans l'orienté objet, c'est qu'on modélise nos problèmes à l'image du monde réel. Parce que votre problème, ce n'est pas le monde réel. Votre problème, c'est certaines données que vous avez en entrée, certaines données que vous voulez avoir en sortie, dans un certain format, avec un peu de chance, un format qui est optimisé ou optimisable, sur lequel vous pouvez faire un choix, et tracer la ligne la plus courte entre les deux. Donc, cette histoire de passer par des abstractions qui modèlent le monde réel, eh ben, j'espère que vous saisissez la nuance, parce que je vais blablater dessus pendant encore 10 bonnes minutes. C'est s'ajouter des problèmes, en fait. Vous avez un problème, vous vouliez prendre des données, vous voulez les transformer en d'autres données. Et maintenant, vous avez un autre problème, c'est vous avez des données, vous les organisez d'une manière à ce que ça ressemble un peu à un arbre, c'est un pixel, c'est un pixel, on va le stocker dans une structure pixel, et puis ensuite, on va dire une image, et ben, c'est une liste de pixels et tout va bien. Et vous êtes passé à côté d'un programme qui aurait pu être efficace en disant « Ah ben oui, mais sauf que les pixels, si je les sépare et que je n'ai pas un pixel au même endroit, et ben, j'ai quelque chose de plus efficace. » Donc l'orienté objet, comme ça nous encourage à caractériser les choses, dire par exemple un pixel, et ben, ça nous encourage à faire des mauvais choix parfois. Parfois, ça nous encourage à faire des bons choix. Parfois, ça nous encourage aussi à faire des choix qui facilitent la communication entre les développeurs. De dire, ah bah, ça c'est telle abstraction, et ah oui, d'accord, je comprends parce que c'est quelque chose dont j'ai une projection mentale, j'ai une image de ce que c'est dans la vraie vie. Donc je m'imagine bien que, ah oui, si cette classe, elle s'appelle comme ça, je m'imagine bien que sa classe parente, c'est ça, etc., etc. D'ailleurs, parlons un peu d'héritage. En pratique, c'est mon plus gros problème avec l'orienté objet. Parce que, bon, modéliser des problèmes pour que ça ressemble à la vie réelle, éventuellement, on peut revenir sur nos pas et dire, bon, bah voilà, on va le faire pour ces trucs-là, c'est pas trop important. Et par contre, ce bout de truc-là, notre système de particules, on va l'optimiser à fond, on va arrêter de dire que les particules, c'est des entités qu'on manipule individuellement, on va dire que c'est des blocs de particules, et super chouette. Sauf que si ma particule, en fait, elle hérite de 12 classes et qu'elle a la logique dans tous les sens, ça devient ingérable. Et du code comme ça, qui a du code comme ça dans ses codebases? Qui bosse sur des grosses codebases? Mettons plus d'1 million de lignes de code. Ah, ok, il n'y a pas tant de monde que ça. Bon, alors je vais vous dire une chose, Firefox, c'est une grosse base de code. Donc, il y a certaines des choses que je pense, moi, des choses qui me blessent profondément dans ma vie de développeur, qui ne vont pas forcément vous affecter, vous. Et donc, quand je vous raconte des choses, il faut se dire que peut-être que ça vient aussi du fait que je travaille sur une très grosse base de code dans laquelle on n'a pas forcément droit à l'erreur. Ou alors, quand on le fait, eh ben, on se retrouve avec des trucs comme ça. Et là, là c'est la catastrophe. Qu'est-ce qu'on a là? On a une grosse hiérarchie de classes virtuelle. Donc, on a un updatable object qui a une classe dont hérite IA base, dont hérite IA object,
et puis ensuite non-playable character, puis ensuite non-friendly character. Attends, c'est quoi un non-friendly character si c'est pas un enemy character? Est-ce que, ok, bon, on continue, on ne sait pas trop. Ensuite un angry spider, et ensuite, mon préféré, angry spider with more HP. Bon, on n'a pas exactement cette hiérarchie de classe dans Firefox, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir le concept de angry spider dans un moteur de rendu, mais c'est un petit peu pour vous donner un exemple, parce que bon, généralement les gens qui font du WebGL ils aiment bien les jeux vidéo. Et ils n'aiment pas forcément les abstractions à base bas niveau des navigateurs. Et donc là, qu'est-ce qu'on a là? On a plein de classes abstraites, quelques classes concrètes, et puis des méthodes virtuelles qui vont être réimplémentées dans tous les sens. Et puis des états, par exemple, une partie des membres de cet objet-là que j'instancie, là, mon Angry Spider with more HP, eh ben, vont être dans cette classe-là, puis d'autres vont être un peu répartis dans tous les différents niveaux de la hiérarchie. En réalité, en mémoire, ils sont tous ensemble parce que c'est comme ça que ça marche en C++. Sauf que on se retrouve avec du code qui est extrêmement dur à naviguer parce qu'il y a 12 fichiers, parce que à un moment donné, j'appelle une fonction qui va appeler une fonction virtuelle pure. Et cette fonction virtuelle pure, eh ben, elle va être implémentée à différents endroits de la stack. Et du coup, si vous voulez, l'un des trucs assez sympas, en fait, que les vieux de la vieille déplorent un peu parce qu'ils aimaient bien le C, c'est que à partir du moment où, quand on lit du code C, c'est facile de suivre l'exécution d'une fonction, quoi, parce que ouais, genre, on peut lire le code, on voit, ah tiens, on appelle cette fonction, ok, je vais voir cette fonction. Là, quand on appelle une méthode virtuelle là-dedans, eh ben, on se retrouve avec un appel vers quelque chose et on ne sait pas trop ce que c'est, en fait. On est obligé de se dire, attends, alors, qu'est-ce que j'ai? C'est quoi le truc instancié ici, là, dans ma stack de mon crash? Est-ce que c'est un Angry Spider? Est-ce que c'est un Angry Spider with more HP? Si c'est l'un, en fait, on va passer dans tel code passe, mais si c'est pas celui-là, on va passer dans tel. Et ça se fait de façon très transparente. Donc déjà, on doit naviguer des fichiers dans tous les sens, et en plus, le flow de l'exécution devient extrêmement dur à suivre. Et puis, en fait, en réalité, il va s'avérer qu'on va juste tenir des références vers des Angry Spider, et puis on va jamais tenir des références vers des, mettons, IA Object, et puis en fait, non-friendly character et enemy character, c'est un peu la même notion. Et en fait, les gens ne gardent que des pointeurs vers enemy character. Donc finalement, on pourrait merger ces classes non-friendly character et enemy character, etc. etc. C'est vite le bordel quand on écrit du code avec des hiérarchies de classes. Mais le truc, c'est que l'orienté objet, ça nous encourage à faire des hiérarchies de classes parce que c'est intellectuellement satisfaisant, j'ai l'impression, de dire ça, c'est une chose, et cette chose, eh ben, elle hérite de cette chose dans le concept que j'en ai dans ma tête. Et du coup, il se doit que dans mon code, eh ben, cette classification des grandes choses dans la vie soit appliquée et respectée. Mais en réalité, votre problème, c'est pas de classifier, c'est pas de faire de la zoologie, quoi. C'est de prendre des données, je sais, les transformer et de produire d'autres données. Et donc peut-être que cette représentation, elle est absolument inefficace. Moi, je vous le dis, elle est absolument inefficace. Peut-être qu'elle n'est pas très flexible. Peut-être que en fait, elle rajoute des abstractions dont on n'a pas besoin parce qu'en fait, ça ne résout pas du tout notre problème. Et ça devient, encore une fois, il y a des couches d'abstraction dans tous les sens. Le compilateur, quand il voit un déréférencement d'une méthode virtuelle, l'appel d'une méthode virtuelle, il ne sait pas exactement ce qui va se passer, donc il ne peut pas faire des choses très intelligentes. Il peut essayer de dévirtualiser pour ça, mais pour faire ça, il a besoin de beaucoup d'informations et c'est très très difficile de dévirtualiser. Donc voilà, si je reviens un petit peu sur du JavaScript, parce que je suis un peu parti sur des trucs, comment dire, les classes, vous en avez que si vous faites des trucs un peu fun comme TypeScript, vous en aurez peut-être dans ES, je ne sais pas combien, mais pour le moment, c'est peut-être pas forcément votre problème maintenant. Voilà. Mais enfin, ceci dit, je vois beaucoup de code JavaScript orienté objet, et ça je comprends pas, parce que JavaScript c'est pas un langage orienté objet. Pourquoi vous vous obstinez, genre, pourquoi? Donc voilà, qu'est-ce qui ne va pas ici? On a une classe particule. Enfin, c'est une fonction, parce que c'est comme ça que les gens en JavaScript font des classes.
On va lui ajouter une fonction update et puis on va passer sur toutes les particules. Allez, rapidement. Qu'est-ce qui ne va pas? Bon, le for of, je vous avais déjà dit tout à l'heure. Ça, c'était un petit peu la... Ouais, bon, il y a une allocation ici, mais en réalité, ce que j'essaie vraiment de vous montrer ici, donc ouais, faites une boucle for normale, un for comme on sait là, pour faire un truc comme ça. Ce sera plus optimisé par votre JIT. Ça, vous ne le voyez pas en lisant le code, mais voilà. En réalité, le problème ici, c'est que notre particule, on a décidé que c'était une notion indivisible. Et du coup, on l'a stocké dans un objet JavaScript. Et donc cet objet, c'est devenu son propre petit bloc en mémoire. On lui a donné de la logique. On s'est dit, tiens, on va associer à cette notion de particule une logique. Et puis, on va dire, chaque particule, elle sait comment se mettre à jour. On lui donne une fonction update. Elle prend sa vitesse, elle l'ajoute à sa position. Bon, c'est une particule assez basique. Voilà. Et bien ça, c'est pas efficace du tout, parce qu'ensuite, on va avoir une boucle qui va passer par toutes les particules, faire un p.update. Et alors là, ce qu'on ne voit pas là dans ce code, ou alors ce qu'on pourrait voir quand même, c'est que nos particules, déjà, c'est des objets JavaScript, ils sont alloués un peu partout dans la mémoire, c'est absolument terrible pour le cache. On fait plein d'appels de fonctions, les appels de fonctions, ça coûte cher. Du code comme ça, avec juste une boucle et un appel de fonction, si vous êtes chanceux, la VM JavaScript, elle va essayer d'inliner la fonction. Chouette. Mais c'est difficile d'avoir la garantie que votre fonction elle va être inlinée. Et si vous rajoutez un autre truc dans la boucle, parce que peut-être que votre fonction est inlinée, vos performances sont bien, et ah c'est bon en fait, c'est rapide comme code. Allez, je continue. Et puis là, on rajoute un autre petit bout de code dans la boucle, et là tout d'un coup la fonction update n'est plus inlinée, parce qu'on ne tombe plus dans les mêmes heuristiques. Vous ne voulez pas être dans ce genre de situation. Ce que vous voulez faire, c'est plutôt des trucs comme ça. Vous avez un gros buffer qui contient des données. Alors, malheureusement pour vous en JavaScript, vous n'avez pas encore vraiment le moyen de faire des tableaux contigus de structure. Ça viendra, mais ce n'est pas encore dans JavaScript. Donc pour le moment, vous faites des typed arrays. Et puis, vous n'avez pas le sucre syntaxique de faire .x, .y aujourd'hui, mais vous l'aurez plus tard. En attendant, vous prenez des typed arrays, et puis vous paquez les choses en mémoire, et vous considérez non plus les particules comme une unité indivisible, mais comme quelque chose qui est mais dans un groupe en fait. Voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et ça, c'est quelque chose comme 5 fois plus rapide. Itérer sur des particules comme ça, qu'elles sont bien paquées, que ça. C'est génial pour le cache d'instructions, c'est génial pour le cache de données, c'est juste génial. Voilà. Je n'avais pas beaucoup mis d'images dans mes slides. Je les ai fait assez récemment mes slides, et quand on fait ces slides à la dernière minute, on ne met pas beaucoup d'images. Voilà. Ça, c'est un tableau de Magritte. Vous le connaissez tous, hein, la trahison des images. Et tout le monde se rappelle de ce tableau, j'espère. Vous connaissez tous ce tableau quand même. Oh, ok. Parce que on se dit, mais il se fout un peu de notre gueule, Magritte. Qu'est-ce qu'il raconte avec son histoire de... Ce que je vois, là, c'est bien une pipe, c'est un objet. Et en réalité, ce qui choque un petit peu dans ce tableau, ce qui fait réfléchir, c'est que, oui, en réalité, ce qu'on voit, c'est un tableau avec une représentation d'un objet qui ressemble clairement à une pipe. Mais le seul objet qui existe dans la vraie vie, c'est un tableau. Et c'est un petit peu... ce que Magritte, en tout cas certaines interprétations de ce tableau, sont qu'il a un peu mis le doigt sur l'espèce de métonymie qu'on fait automatiquement dans notre tête entre l'objet représenté, par exemple ce qu'on voit, et ce qu'on perçoit. Par exemple, si on avait posé la même question à une machine, la machine elle aurait probablement dit « ceci est une toile ». Et si la machine a été bien codée avec des réseaux de neurones super sympas, il aurait dit ceci est une toile avec dessus un dessin qui représente une pipe. Un être humain, il fait une métonymie directe, il fait des raccourcis dans sa tête, et il va se dire ce que je vois, c'est une pipe. Et donc, quand on dit sur un tableau qui représente une pipe, ceci n'est pas une pipe, en fait, on crée une sorte de malaise. Et voilà.
Ça a l'air un petit peu stupide comme ça, mais voilà. Et ben, où est-ce que je veux en venir? Il parle de JavaScript, il ne fait même pas du JavaScript dans sa vie. Et ensuite, il nous parle de pip, mais il est complètement barjot, ce mec. Alors, j'en reviens à un truc un petit peu nébuleux. J'ai parlé de beaucoup de trucs techniques, donc je voulais venir sur un autre sujet qui m'est cher, mais dont on ne parle pas beaucoup en programmation, parce que c'est quelque chose qui sert beaucoup plus à, par exemple, la communication visuelle, la politique, le marketing, etc. C'est le fait que les images et les analogies, elles court-circuitent le raisonnement logique. Je ne comprends toujours pas le rapport avec JavaScript. J'y viens. Pardon. Quand on voit, par exemple, un camion qui nous fonce dessus, on a un réflexe de survie. Et c'est génial. On ne se dit pas, tiens, c'est marrant, à un moment donné, le camion était là, au moment d'après, il est là, donc je vais extrapoler de cette information qu'il est en train de se déplacer à vitesse constante, il semblerait, dans ma direction. Un camion est quelque chose de très très lourd. Si je compile toute cette information, je me dis peut-être qu'en fait, une collision serait très regrettable pour ma propre personne. Je ferais bien de me retirer de son chemin quand il en est encore temps. Et puis, au fait, qu'est-ce que le temps, etc. Non, on ne se pose pas toutes ces questions quand il y a un camion qui nous fonce dessus. On a un réflexe de survie. Et ça, c'est pas anodin en fait. C'est pas quelque chose de. C'est pas parce qu'on est super intelligent, c'est parce que en fait, on a été biologiquement programmé pour ce genre de choses. Il y a des raccourcis dans notre cerveau qui nous permettent de tirer des connexions entre des expériences, des images, des analogies entre elles en fait, de faire des liens entre toutes ces choses. Vous comprenez toujours pas où est-ce que je vais en venir avec JavaScript, n'est-ce pas? Eh bien, je me rapproche. Le problème, c'est que quand on fait ces raccourcis, en fait, quand on court-circuite un peu le raisonnement rationnel, eh ben, on court-circuite le raisonnement rationnel. Et on a besoin de rester très rationnel quand on veut résoudre un problème qui consiste à prendre des données, à les transformer et à en faire des données, parce qu'on fait du data-oriented design et qu'on aime ça. Et là, eh ben, c'est quelque chose qu'on apprend un peu, par exemple, quand on fait du dessin. Moi, j'ai fait beaucoup de dessins dans ma vie. À une époque, je pensais que j'allais être designer, et j'ai fini programmeur. Et ouais, ça peut arriver. Et en fait, la première chose qu'on apprend, enfin l'une des choses qu'on apprend quand on apprend le dessin, c'est à se séparer de la projection mentale de l'idée qu'on a d'une chose. Par exemple, une maison que je vais représenter. J'ai une maison en face de moi, c'est une belle maison. J'ai envie de la dessiner sur mon petit calepin. Et il faut que je me sépare de cette espèce de projection mentale que j'ai de la maison, qui est ce rectangle avec un triangle au-dessus, pour schématiser un petit peu. Et que je me concentre sur la réalité. En fait, les formes de la maison que je vois, elles sont altérées par la perspective, etc., etc. Mais le cerveau, il fait plein de raccourcis, il compense énormément de choses. Donc, en fait, la perception entre ce que vous voyez... En fait, les gens pensent à ce qu'ils voient comme ce qui est devant eux, mais en réalité, ce que vous voyez, c'est vraiment ce que votre cerveau processe. Et quand vous réfléchissez à un concept, votre cerveau, il fait beaucoup de travail. Et c'est ce qui nous permet d'apprendre, c'est ce qui nous permet d'être un animal intelligent, etc. Mais c'est aussi quelque chose qui fait qu'on peut se faire manipuler. C'est un outil absolument formidable. Apprendre à connaître un petit peu ces courts-circuits du raisonnement rationnel, c'est génial si on veut faire de la propagande, par exemple, si on est un gouvernement un petit peu malicieux, je dirais. Ou alors si on est, je sais pas moi, l'industrie du tabac et qu'on a envie de se dire, tiens, on va dire à des gens, vous allez consommer cette chose qui sent mauvais, qui vous fait tousser, qui vous rend les dents jaunes, qui vous rend malade et éventuellement qui va vous tuer. Ils arrivent à faire ça quand même. L'industrie du tabac, c'est extrêmement puissant. Et ils font ça comment? En comprenant comment communiquer certains messages. Et bien voilà, j'en reviens avec cette idée que les analogies, c'est quelque chose de très puissant parce qu'on peut communiquer avec. Mais si on base tout notre raisonnement en programmation sur des analogies, eh ben, on a tendance légèrement à tomber un peu dans ce piège de ne plus penser au problème, mais vraiment à l'analogie elle-même, à cette chose du monde réel, à cette projection mentale qu'on se fait d'un problème. Est-ce que vous arrivez toujours à me suivre? Peut-être que je suis parti un petit peu trop dans mes délires. Bon. Ça va être bientôt l'heure. Alors,
je vais bientôt conclure. Je vais juste vous rappeler rapidement que, bon, des fois j'ai un peu critiqué l'idée d'encapsulation, l'idée d'abstraction, mais il ne faut pas confondre l'idée de rassembler du code à un endroit et d'en faire une unité logique qu'on peut réutiliser et abstraire des choses. Voilà. Je vais passer rapidement sur cette slide. Mais l'idée, c'est de dire que l'abstraction, je ne sais pas moi, non-friendly, non-NPC caractère, je ne sais pas quoi de tout à l'heure, elle n'est pas forcément aussi utile que l'abstraction vecteur de la bibliothèque standard du C++, par exemple, qui est une unité réutilisable de code, qui n'est pas une abstraction. Voilà. Alors, j'avais prévu des petits goodies à la fin de qu'est-ce qui va arriver dans le web, des petites specs sympas qui pourraient être cool pour écrire du code performant. J'étais parti dans l'idée que je les ferais uniquement si j'avais le temps de les faire. Et j'étais à peu près certain que je n'aurais pas le temps de les faire. Donc si vous voulez discuter un peu de choses comme faire des opérations atomiques avec de la mémoire partagée dans des workers dans le web, de WebAssembly, de SIMD et de toutes ces choses magiques, venez me parler juste après la conf. Je vais prendre les questions si vous en avez. Ce sera tout.